Comment un attaquant, seul face à un but vide, peut-il rater le cadre? Ces situations de ratés immanquables ne sont pas rares en football. Du haut des tribunes ou derrière un écran, il est parfois impossible de comprendre comment peut-on échouer dans une telle situation. Aujourd'hui, nous allons essayer de déceler des explications rationnelles de situations qui ne le sont pas. Alors, comment un joueur peut-il faillir lorsqu'il fait face à l'infaillible? Et pourquoi certains attaquants ratent l'inratable plus fréquemment? Il existe plusieurs pistes de réflexion à ces questions. Les préférences motrices et cognitives d'un joueur de football en sont une. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai pris contact avec Damien Della Senta. Damien intervient auprès d'une douzaine de clubs pro en France dans le domaine des préférences motrices et cognitives et sur ce qu'elles peuvent amener au football. Il m'a été d'une grande aide pour construire cette analyse et je le remercie donc tout particulièrement. La motricité, c'est l'ensemble des fonctions qui assurent le mouvement. La cognition, c'est l'ensemble des fonctions qui vont traiter l'information. L'idée des préférences motrices et cognitives, c'est que chaque joueur ne va pas agir de la même manière au niveau moteur et cérébral. L'exemple le plus parlant, c'est la différence entre le droitier et le gaucher. L'exemple que je prends souvent, c'est qu'un gamin de 2 ans, quand il tape dans le ballon, il tape indifféremment pied droit, pied gauche, il tape là où le ballon est en fait. Puis à 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand il devient pratiquant, il se rend compte qu'il y a un pied avec lequel il est meilleur. Et puis le même joueur, à 12 ans, sans réfléchir, il joue tout avec ce pied-là. Et en plus, il adapte ses appels de balle et sa tactique individuelle par rapport à sa constitution et par rapport à ce pied-là. Ça, c'est l'exemple parfait d'une prise de conscience, d'une préférence motrice parfaitement intégrée. La préférence motrice droitier-gaucher est donc la plus identifiable, car elle est facilement connue depuis l'enfance, mais elle n'est qu'une composante d'une multitude de préférences qui définissent le profil moteur d'un joueur de football. On peut par exemple caractériser le profil moteur d'un joueur par ses courses sur le terrain. Un joueur dont la course est initiée par le bassin trouvera plus de facilité à dribbler un adversaire en gardant une posture verticale. Au contraire, un joueur dont la course est initiée par les épaules et la tête sera plus à l'aise pour éliminer un vis-à-vis en prenant une posture plus basse. En dehors des gestes et de la posture, la perception sur le terrain est également une préférence motrice, avec notamment la notion d'œil moteur. Chaque joueur dispose d'un œil dominant, gauche ou droit, qui va lui permettre de voir les mouvements et les espaces. Cet ensemble de préférences motrices et cognitives sont donc des caractéristiques innées chez le joueur. Lorsqu'il est dans ses préférences, un individu aura un geste plus naturel, plus précis et moins énergivore. Face au but, un attaquant aura toujours intérêt à suivre ses préférences pour maximiser son efficacité, mais ce n'est pas pour autant qu'il le fera. En effet, si ces préférences sont innées, elles ne sont pas instinctives. On entend par là qu'un joueur n'a pas conscience naturellement de ses propres préférences et sa manière de s'exprimer sur le terrain sera surtout influencée par son apprentissage du football depuis son plus jeune âge. Pour jouer sur ses forces, il faut donc en avoir conscience. Une série d'expériences sur un joueur va lui permettre de connaître ses préférences et de pouvoir ajuster son jeu en fonction pour connaître les gestes, l'orientation, la posture qui vont lui paraître plus spontanés et donc plus efficaces. Quand je travaille sur les attaquants, ça vient en appui d'un gros travail d'analyse qui est fait sur le poste d'attaquant. Et du coup, j'essaie toujours de contextualiser, donc de mettre des situations qui sont réalistes, qui sont réelles, avec des appels qui sont efficaces et ceux que j'ai identifiés comme efficaces. Et que dans ces situations qui sont tirées du jeu et qui sont de l'analyse que j'ai faite de, 10 000 ou 15 000 clips, c'est de pouvoir ensuite de permettre au joueur, dans cette situation, de trouver les meilleures réponses par rapport à comment lui fonctionne. Alors, quel rôle jouent les préférences motrices et cognitives lorsqu'un joueur rate le cadre face à un but vide? Les préférences motrices et cognitives peuvent influencer un attaquant lorsqu'il doit concrétiser une occasion. En revanche, l'approche ne peut pas être binaire. L'idée n'est pas de dire qu'un joueur va réussir lorsqu'il est dans ses préférences et qu'il va échouer hors de ses préférences. En réalité, le nombre de variables qui entrent en jeu à cet instant ne permettent pas de déduire une telle généralité. En revanche, lorsqu'un attaquant doit conclure une occasion en étant hors de ses préférences, alors sa réponse motrice ne sera pas la meilleure. La probabilité de réussir son geste sera plus faible. Dans cette situation de jeu de but inratable entre guillemets, une autre notion va avoir une grande part d'influence sur la réussite du joueur. On parle alors de l'intention. Si tu regardes un tableau, tu es dans un musée et que ton intention c'est de te divertir ou d'apprécier l'art, tu vas regarder le tableau d'une certaine manière. Mais si sur ce tableau on dit que l'objectif c'est de trouver où est Charlie, qu'il y a un petit Charlie qui est planqué et qu'il faut le trouver,
bah, tout de suite ta stratégie visuelle et ta manière de regarder, ton intention elle va être différente. Parce que tu vas pas avoir le même objectif, donc tu vas percevoir d'une autre manière. Or, on se rend compte, et moi je me rends compte avec l'expérience, que les attaquants, souvent, quand il y a des problèmes de réussite et de confiance, c'est que l'intention n'est plus forcément celle qu'on croit, c'est-à-dire celle de marquer. Des fois, il y a des joueurs, ils vont vouloir ne pas tirer au-dessus. Ils vont vouloir ne pas rater. Sauf que souvent, quand tu ne veux pas rater, bah, tu n'as pas l'intention de marquer un but. C'est-à-dire que le geste technique que tu produis, il va être de ne pas rater, donc tu tires sur le gardien généralement. Mais tu ne marques pas de but. Tu n'as pas l'intention de marquer. Tu as envie de marquer. Mais l'ordre que tu donnes à ton corps n'est pas forcément celui-là. Or, le corps, il fait qu'exécuter ce que veut le cerveau. Donc, il y a un travail sur l'intention, et moi, j'accompagne les joueurs à toujours avoir l'intention de marquer. Et c'est pas si évident que ça. Même si, bien sûr, tout le monde a envie de marquer. Mais l'intention au moment de taper dans le ballon, des fois, il n'est pas celui-là. Voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Damien Della Santa qui m'a beaucoup apporté pour pouvoir construire cette réflexion. C'est la première fois que j'intègre des petits passages d'interview dans une vidéo, alors je serai très curieux de savoir si ce genre de format vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en aimant cette vidéo ou dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains sujets. On approche doucement du palier symbolique des 1000 abonnés. Merci de votre attention et à très vite. Salut.